Tu reprends la course après 2, 3, 6 mois de pause. Première sortie, t'es essoufflé à une allure que tu tenais avant en discutant. Ton premier réflexe, c'est de te dire que t'as perdu du souffle, que tes poumons y suivent plus. En vérité, le problème n'est presque jamais là. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu reprends après une longue pause. Et pourquoi ce que tu ressens n'a presque rien à voir avec tes poumons. Avant de commencer, un petit rappel, pense à t'abonner au podcast Au-delà du mur sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer pour ne rien manquer des prochains épisodes sur le désentraînement, l'essoufflement et la reprise de la course à pied. Et si le podcast t'aide dans ta pratique, laisse une note 5 étoiles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur le compte podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène que beaucoup d'entre nous connaissent, l'essoufflement à la reprise après une longue pause. C'est en réalité la partie visible d'un processus physiologique plus large qui s'appelle le désentraînement. Qu'il vienne d'une pause volontaire ou subie. Vacances, fatigue, blessures, opération, gros coup de mou, le résultat est le même. Tu remets les chaussures, tu pars en footing tranquille et au bout de 5 minutes, tu as l'impression de courir un 10 kg à fond. On va voir ensemble pourquoi. Ce qui se passe dans le corps pendant la pause. Comment distinguer une pause volontaire d'une pause subie. Comment reprendre sans se cramer ou se blesser. Et quels sont les signaux qui doivent te faire stopper. Avant de rentrer dans la mécanique, je vais te raconter quelque chose. Parce que ce sujet, je ne le traite pas en spectateur. Je l'ai vécu. Il y a quelques mois, j'ai dû arrêter toute activité physique pendant 3 mois. 3 mois sans courir, sans m'entraîner, sans rien. Et le plus paradoxal, c'est que je me sentais même pas mal. Quand le médecin m'a conseillé d'arrêter, j'étais en pleine forme. Et c'est peut-être ça le plus difficile. Pas pouvoir s'entraîner alors qu'on ne se sent pas malade. Ronger son frein, voir son corps en état de marche et devoir tirer quand même le frein. Pendant cette période, il a fallu que j'encaisse plusieurs choses. La première, c'est la frustration de renoncer à des courses qui comptaient pour moi. Tu prépares un objectif depuis des mois, tu te projettes, tu visualises la ligne d'arrivée et tu dois rayer la date du calendrier. Franchement, ça pique. La deuxième, c'est cette sensation très particulière de voir les autres continuer. Les coureurs autour de toi qui s'entraînent, qui publient leurs sorties, qui partent en stage, qui font leurs courses, pendant que toi, tu marches, t'attends, tu te restreins et tu fais avec. Si tu as vécu une longue pause subie, qu'elle soit liée à une blessure, à une opération, à une maladie ou une recommandation médicale ou simplement une période de vie qui ne le permettait pas, tu sais exactement de quoi je parle. Et si tu l'as pas encore vécu, il y a de fortes chances que ça arrive un jour. C'est une expérience presque universelle pour les coureurs réguliers, malheureusement. Personne n'enchaîne 10 ans d'entraînement sans une coupure imposée à un moment. Et puis il y a aussi les pauses choisies, les vacances longues, la période chargée au boulot, la fatigue de fin de saison, le coup de mou. C'est pas la même histoire émotionnelle, mais c'est la même biologie. Et c'est là où je veux en venir. Le décalage entre ce qu'on attend de soi à la reprise et ce que le corps livre vraiment. Tu te dis, ça va revenir vite. Tu pars confiant et au premier footing, tu es à bout de souffle à une allure que tu juges ridicule. Pour beaucoup, c'est le moment précis qui décide s'ils continuent ou s'ils abandonnent. La frustration est telle qu'on est tenté soit de tout lâcher, soit de forcer pour se rattraper. Et forcer, à ce moment-là, c'est la garantie de se blesser ou de décrocher. Alors je veux que tu retiennes une chose. Avant même qu'on rentre dans le détail, ton corps n'est pas en panne. Il est juste pas adapté à la nouvelle réalité. Et bonne nouvelle, ce qu'il a perdu, il le récupère beaucoup plus vite qu'il ne l'a construit. C'est l'idée centrale de cet épisode. Première distinction importante, parce que la stratégie de reprise n'est pas la même selon la nature de la pause. Premier cas, la pause volontaire. C'est les vacances, la coupure de fin de saison, la baisse de motivation, la période chargée. C'est aussi parfois une recommandation médicale légère, sans blessure derrière. Dans tous ces cas, il n'y a pas de tissu abîmé. Tes tendons, tes muscles, tes articulations sont reposés. Ils sont prêts à reprendre la charge mécanique. Le frein principal, c'est ton système cardio-respiratoire et musculaire oxydatif. C'est ton endurance qui a reculé, pas tes structures. Donc, tu peux suivre la règle classique des 10% d'augmentation hebdomadaire sans précaution particulière. Le risque principal dans ce cas, c'est la frustration mentale, pas la blessure. Le piège, il est dans ta tête, pas dans le corps. Deuxième cas, la pause subie.
Là, c'est notre histoire. T'as une blessure, une opération, une maladie longue, une infection respiratoire. Et le tissu lésé est le facteur limitant numéro 1, pas ton souffle. Même si ton cardio te dit « j'en veux encore », ta structure peut être en retard. Et c'est elle qui va te blesser à la reprise, pas ton cœur. Il faut valider la guérison tissulaire, idéalement avec un professionnel, kiné, médecin du sport, physio, avant d'augmenter la charge. L'alternance marche-course est préférable au jogging continu les premières semaines. Tu protèges les tissus pendant que tu reconstruis l'endurance. Et dans les cas particuliers d'une pause après maladie respiratoire ou infection sévère, il faut faire de prudence supplémentaire. On en parlera tout à l'heure dans les signaux d'alerte. Dans une pause volontaire, le souffle dicte le rythme. Dans une pause subie, c'est le tissu qui dicte le rythme, pas le souffle. Maintenant, on entre dans le cœur scientifique de l'épisode. Et c'est probablement le moment le plus important pour toi si tu vis ce que je décris. Le désentraînement déplace ton seuil ventilatoire vers une intensité plus basse. C'est ce qui produit ta sensation d'essoufflement. Je vais déplier ça en 6 points. Point numéro 1, ton essoufflement n'est pas un problème de poumon. Chez un coureur en bonne santé, le poumon n'est presque jamais le facteur limitant. Tes poumons gardent largement leur capacité, même après plusieurs mois sans courir. Ce qui change, c'est le moment où le corps bascule en zone d'inconfort respiratoire. Point numéro 2, c'est quoi ce fameux seuil ventilatoire? C'est l'intensité d'effort à partir de laquelle ton corps commence à hyperventiler. Imagine-le comme un radar interne. En dessous d'un certain effort, le radar est calme, tu respires tranquillement. Au-dessus, il se déclenche brutalement et ton souffle s'emballe. Point numéro 3, avant ta pause, ton seuil est à une allure donnée. Tu pouvais courir en discutant à cette allure sans hyperventiler. Ton radar interne ne se déclenchait qu'à une intensité élevée. Point numéro 4, après la pause, le seuil s'est déplacé vers une allure plus basse. À la même allure qu'avant, tu bascules désormais bien plus tôt dans la zone où le corps demande beaucoup d'air. Ton radar interne est devenu plus sensible. Il se déclenche pour un effort moindre. Point numéro 5, pourquoi le seuil se déplace? 3 raisons principales. Premièrement, ton sang a moins de volume, donc moins d'oxygène circule par battement. Deuxièmement, ton cœur éjecte moins de sang par contraction. Donc le débit d'oxygène vers les muscles baisse. Troisièmement, les muscles ont moins de capillaires et moins de mitochondries. Donc, ils extraient et utilisent moins bien l'oxygène disponible. Résultat de tout ça, à la même allure qu'avant, ton corps doit faire appel plutôt à la filière anaérobie, celle qui produit du lactate. Le lactate s'accumule, le corps répond en ventilant davantage pour évacuer l'acidose. Et toi, t'hyperventiles. Point numéro 6, la science derrière. Ce que je raconte là, c'est pas une théorie de comptoir. Les recherches en physiologie de l'exercice le confirment depuis longtemps. Un sujet désentraîné accumule du lactate plutôt à l'effort et augmente sa ventilation pour une intensité moindre. C'est documenté dans des dizaines d'études depuis les années 80. C'est pas ton souffle qui a baissé, c'est ton seuil qui s'est déplacé. Maintenant, on entre dans le détail. 3 grands changements physiologiques produits par le désentraînement. Premier, le sang. C'est la perte la plus rapide et la plus sous-estimée. Le volume sanguin baisse, surtout le volume plasmatique, la partie liquide du sang. Et les chiffres sont parlants. Après 2 à 4 semaines d'arrêt chez les hommes entraînés en endurance, on observe environ 9% de baisse de volume sanguin et 12% de baisse de volume plasmatique. C'est une étude classique de Coyle, publiée dans le Journal of Applied Physiology en 1986. Conséquence directe, à chaque battement, ton cœur a moins de sang à pomper. Il compense en battant plus vite. C'est pour ça que tu sens ton cœur s'emballer à des allures que tu tenais facilement avant. Imagine un radiateur dont le circuit a perdu de l'eau. La pompe doit accélérer pour compenser le manque de fluide. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps. Deuxièmement, le cœur. Le moteur central change de régime. Le volume d'éjection systolique baisse d'environ 12% sur la même période. La VO2 max baisse d'environ 6% en 2 à 4 semaines d'arrêt complet. La fréquence cardiaque sous-maximale, elle augmente d'environ 11%. Et la masse du ventricule gauche peut diminuer chez les athlètes très entraînés, même si ce processus prend plusieurs semaines à plusieurs mois. L'image à retenir, c'est comme si ton moteur tournait à plus haut régime pour livrer la même puissance. Plus de tours pour le même résultat.
Troisième, les muscles. L'usine énergétique perd en efficacité. La capillarisation diminue. Les petits vaisseaux qui irriguent les fibres musculaires se raréfient. Il y a moins de portes d'entrée pour l'oxygène. La densité mitochondriale recule. Les usines à énergie des cellules musculaires sont moins nombreuses ou moins actives. Les enzymes oxydatives, celles qui transforment l'oxygène en énergie utilisable, voient leur activité baisser. Conséquence, moins d'oxygène arrive aux muscles et les muscles l'utilisent moins efficacement. C'est une double perte. Mais une bonne nouvelle parallèle, la force pure est beaucoup mieux préservée que l'endurance. Tu perds pas tes muscles en 2 semaines de pause. Tu perds surtout leur capacité oxydative. Tu vois, l'essoufflement n'est pas isolé. C'est le sommet visible d'une chaîne entière de petits ajustements que ton corps a fait pour s'adapter à ta nouvelle réalité de moins courir. Maintenant, des repères chiffrés simples sur la cinétique du désentraînement. Comme ça, tu peux te situer où t'en es. 2 semaines de pause. Première perte mesurable. Le temps jusqu'à l'épuisement recule d'environ 9%. La force musculaire est en grande partie préservée. L'endurance commence à reculer. 4 semaines, les gains récents de VO2 max peuvent être effacés. Pour un coureur récent, moins d'1 an de pratique, la perte est marquée. Pour un coureur installé, on est plutôt sur du 6 à 20%. Environ 9 semaines, 19% de baisse de VO2 max en moyenne dans la littérature. Environ 11 semaines, environ 25% de baisse de VO2 max. Au-delà de 12 semaines, la chute continue, mais elle s'atténue. Et c'est un point essentiel. Les athlètes très entraînés restent toujours au-dessus du niveau d'un sédentaire absolu, même après plusieurs mois d'arrêt. Et ça m'amène à un message que je veux te marteler. Si tu cours régulièrement depuis plus d'1 an, tu n'as pas perdu ce que tu crois avoir perdu. Plus ta base est solide, moins la chute est marquée. Et même après plusieurs mois sans courir, ton corps garde une grande partie des adaptations profondes. Surtout la capillarisation musculaire et une partie des mitochondries. C'est pour ça que les anciens coureurs reviennent vite à un bon niveau. Ok, maintenant qu'on a posé la mécanique, on passe aux pratiques. Les 3 erreurs que je vois revenir systématiquement chez les coureurs qui reprennent, moi y compris. Erreur numéro 1, vouloir reprendre à l'allure d'avant. Tu sors ta dernière sortie sur Strava, tu vois ton allure de footing d'il y a 6 semaines, tu te dis « j'étais à ça, je peux y revenir ». Tu pars à cette allure, tu te crames en 10 minutes. La règle est simple, c'est qu'à la reprise, ton allure de footing c'est au minimum 30 à 45 secondes plus lent par kilomètre que ton allure d'avant la pause. Au minimum. Pourquoi cette erreur est si fréquente ? Parce que la mémoire de l'allure est plus tenace que la mémoire de la sensation. Tu te souviens des chiffres, mais tu oublies à quel point ces chiffres étaient devenus faciles avec l'entraînement régulier. Et je vais te donner mon propre cas, parce qu'il illustre exactement ça. Quand j'ai repris après mes 12 semaines d'arrêt, mon allure de footing était plus d'1 minute plus lente par kilomètre que mon allure d'avant. 1 minute. Et pourtant, je savais qu'il fallait reprendre en douceur. Parce que je me sentais bien le jour où le médecin m'a dit d'arrêter. C'est dire si la chute peut être rapide. À ça, c'est ajouter une part d'anxiété au départ. Ne pas savoir comment mon corps, mon cœur, mes poumons allaient réagir. Cette inconnue, elle est là pour tout le monde. Et elle fait partie du processus. Erreur numéro 2. Confondre essoufflement et manque de cardio. Beaucoup de coureurs interprètent l'essoufflement comme un signe qu'il faut travailler le cardio. Donc faire des séances dures. C'est l'inverse. À la reprise, ton seuil est bas. Si tu pousses, tu accumules du lactate, très vite, tu te crames. Et tu repousses ta reconstruction. Ce qu'il faut, c'est rebâtir la base en endurance fondamentale. Cette zone respiratoire dans laquelle tu peux discuter. Concrètement, 80% de tes premières sorties doivent être à une intensité où tu peux parler en phrases complètes. Les 20% restantes, et seulement si ton corps suit, du fartlek très léger après plusieurs semaines. Pas de séance dure les 3 ou 4 premières semaines. Et tu sais quoi ? Personnellement, cette deuxième erreur, je l'ai trouvée plus difficile à éviter que le fait d'avoir été arrêté pendant 3 mois. Devoir prendre son temps pour pas se cramer, ça a été mentalement plus dur pour moi que ce que j'imaginais. Erreur numéro 3, enchaîner les jours de course sans repos. À la reprise, tes tissus, tendons, muscles, articulations sont pas prêts à encaisser la charge mécanique habituelle.
Même si ton souffle suit, tes structures n'ont pas la même résilience qu'avant. La règle minimale, 1 jour sur 2, maximum. Les 2 premières semaines. Un cas particulier, si tu reprends après une blessure au membre inférieur, allonge encore plus les jours de repos. 2 jours entre chaque sortie, c'est pas excessif le premier mois. Maintenant, les 3 conseils que j'utilise et que je te transmets. Conseil numéro 1, cours au ressenti. Écran éteint pendant 2 semaines minimum. Range la montre ou couvre l'écran. Tu regardes ni l'allure ni la fréquence cardiaque. Tu cours un effort qui te permet de discuter en phrase complète. Si tu n'arrives pas à finir une phrase sans inspirer, tu ralentis, c'est tout. Pourquoi c'est aussi puissant ? Parce qu'à la reprise, ta perception de l'effort, c'est ton meilleur capteur. La montre te dit ce que ton corps faisait avant. Le ressenti te dit ce que ton corps fait maintenant. Ce que j'interprétais comme un effort perçu de 4 sur 10, donc plutôt confortable, correspondait en réalité à une fréquence cardiaque de 160 battements par minute sur la montre. 160. Un effort que je ressentais comme tranquille. Ça veut dire quoi ? Que notre perception est juste, mais qu'on a tendance inconsciemment à vouloir partir trop vite. Je me rappelle la sensation que j'avais quand je courais en endurance fondamentale avant mon arrêt. Je me rappelle la sensation des intervalles rapides. Et à chaque entraînement, inconsciemment, je suis un peu à la recherche de ces sensations. Le piège, il est là. Gardez le ressenti comme boussole, pas comme mémoire. Conseil numéro 2, intervaller marche et course les premières sorties, surtout après une pause de plus de 4 semaines ou une pause subie après blessure. Le format type, semaine 1, 3 minutes de course, 1 minute de marche sur 30 à 40 minutes au total. Semaine 2, 5 minutes de course, 1 minute de marche. Semaine 3, 10 minutes de course, 1 minute de marche. Semaine 4, course continue, si tout roule. La progression, c'est jamais une ligne droite. L'idée centrale de ce conseil, c'est que tu te protèges tes tissus et tu reconstruis ton seuil sans le saturer. Et tu finis chaque sortie avec l'envie de remettre les chaussures la fois suivante. Ce qui est, à la reprise, le critère le plus important. Conseil numéro 3, augmente de 10% maximum par semaine sur la durée totale, pas sur la vitesse. La règle des 10%, c'est un repère solide. Mais si tu l'appliques sur une durée totale hebdomadaire de course, pas sur la vitesse. La vitesse, elle, t'y touche pas pendant les 4 premières semaines de reprise. Concrètement, si tu fais 60 minutes de course cumulées sur la semaine 1, tu en fais 66 sur la semaine 2, 73 sur la semaine 3, et ainsi de suite. C'est ennuyeux à entendre. C'est ce qui marche. Cela dit, c'est important que tu l'entendes. Ces 10%, ils méritent de la nuance, parce que ça dépend des raisons de ton arrêt. On en a déjà parlé dans un précédent épisode avec un invité spécialiste. Les 10%, c'est qu'une indication. Tu dois te fier à tes sensations pour savoir si tu es prêt à passer au palier suivant. Si tu ressens encore beaucoup la sortie précédente, tu montes pas. Tu stabilises, t'attends. Et tu repars quand le corps a digéré. Concrètement, à quoi ressemble une semaine type sur le premier mois de reprise ? Voici un cadre que tu peux suivre à la lettre si tu as envie. Semaine 1, 2 sorties de course dans la semaine. Format marche-course si la pause dépasse 4 semaines. Ou footing très lent au ressenti pour une pause plus courte. Durée par sortie 25 à 35 minutes. Minimum 1 jour de repos complet entre les sorties. En option, tu peux ajouter 10 minutes de marche les jours sans course. Semaine 2, 2 à 3 sorties dans la semaine. Augmentation de la durée totale de 10% au maximum par rapport à la première semaine. Toujours au ressenti, montre couverte. En option, tu peux ajouter une séance de renforcement très simple. Gainage, fente, montée des genoux. Sur 15 à 20 minutes. Semaine 3, 3 sorties dans la semaine. Si tout va bien, on peut sortir progressivement de l'intervalle marche-course. Sortie continue de 30 à 45 minutes en endurance fondamentale. Toujours pas de séance d'intensité. Semaine 4, 3 sorties dans la semaine. On peut commencer à introduire de la variation. Une sortie un peu plus longue le week-end. Une sortie de terrain variée si possible. Toujours pas de séance d'intensité formelle. Du fartlek très léger sur la sortie variée si l'envie est là. À partir de la semaine 5 ou 6, si tout va bien, tu peux réintroduire progressivement une séance d'intensité par semaine. Une seule. Avant ça, tu prends le temps. Tu brûles pas les étapes. On arrive sur un sujet important. Quand s'arrêter et quand consulter. Je vais te donner 4 signaux. Apprends à les reconnaître dans ton propre vécu.
Signal numéro 1, la douleur localisée qui revient à chaque sortie au même endroit. Surtout si elle persiste au-delà de 10 minutes de course. Surtout si elle empire au cours de la sortie ou si elle reste après. L'action, stopper et consulter un kiné du sport ou un médecin du sport avant de reprendre. Petite précision sur la prise en charge de la douleur, parce que je sais que beaucoup de coureurs ont encore le réflexe d'aller chercher la poche de glace. Aujourd'hui, la méthode privilégiée par la clinique du coureur, c'est l'approche Peace and Love. Et dans cette approche, on n'utilise plus la glace de manière systématique. Donc, oublie le vieux réflexe glace anti-inflammatoire. Va voir un pro et suis ses indications. Signal numéro 2. La fréquence cardiaque qui reste élevée plusieurs jours d'affilée au repos. Si tu surveilles ta fréquence cardiaque au repos et qu'elle est anormalement haute pendant 3 à 4 jours, c'est souvent un signe de fatigue accumulée ou d'une infection sous-jacente. L'action, lever le pied pendant 3 à 5 jours et consulter si ça dure au-delà d'une semaine. Signal numéro 3, une sensation de ne pas récupérer entre tes sorties. Tu ressens chaque sortie 2 fois plus que d'habitude. Le sommeil ne suffit plus à effacer la fatigue. L'action, revenir à 2 sorties par semaine et stabiliser ce niveau avant de remonter. Signal numéro 4, le souffle court anormal, surtout après une maladie respiratoire. À traiter avec prudence si ta pause faisait suite à une infection respiratoire, une grippe sévère, un Covid ou toute pathologie pulmonaire. Si l'essoufflement va bien au-delà de ce qui est normal en désentraînement, surtout s'il s'accompagne de palpitations, de douleurs thoraciques ou de fatigue extrême. L'action, pas de course tant qu'un médecin n'a pas validé la reprise. Ce signal-là, il ne se négocie pas. L'essoufflement de la reprise, c'est l'expression normale et passagère du désentraînement. Mais ton corps envoie aussi des signaux plus précis quand quelque chose ne va pas. Apprends à l'écouter. Avant de conclure, je vais démolir un mythe que j'entends tout le temps. Le mythe, c'est quand tu reprends après une longue pause, il faut tout recommencer à zéro. La réalité, c'est non. Ton corps garde une mémoire profonde de l'entraînement. La capillarisation musculaire et une partie de tes mitochondries persistent longtemps. C'est ce qu'on appelle parfois la mémoire musculaire, même si l'expression est imparfaite. Concrètement, tu ne repars pas du même point qu'un sédentaire absolu. Tu repars d'un point un peu plus bas que ton ancien toi, mais beaucoup plus haut que quelqu'un qui n'a jamais couru. Et tu remontes vite, beaucoup plus vite que la première fois. Maintenant, je te laisse avec une seule action concrète à appliquer cette semaine. Cette semaine, sors 2 fois en footing, montre couverte ou rangée. À chaque sortie, tu cours à une allure où tu peux finir une phrase complète sans reprendre ton souffle. Si tu n'y arrives pas, tu marches 30 secondes. Et tu repars. Objectif, 25 à 35 minutes de mouvement total par sortie, sans regarder une seule fois ton allure. Avant de te laisser, je te pose une question et je suis vraiment curieux d'avoir tes retours en commentaire ou en message sur Instagram. Tu fais partie de ceux qui regardent la montre ou de ceux qui courent au ressenti? Voilà, l'essoufflement à la reprise, c'est pas une fatalité. C'est pas un signe de faiblesse et surtout, c'est pas un signe que tu as tout perdu. C'est l'expression normale du désentraînement. C'est physiologique, c'est documenté et c'est totalement réversible. Tu as juste à respecter le bon ordre des choses. D'abord, reconstruire la base, ensuite la vitesse. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à un coureur autour de toi qui revient de pause. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je creuse un sujet précis dans un prochain épisode. À bientôt dans Au-delà du mur.